Bonsoir, vous avez 29 ans, vous êtes journaliste à l'Express depuis 9 ans et vous avez décidé de devenir journaliste quand vous étiez étudiante en philo après un reportage à la télé sur les harkis dans lequel l'un de vos frères témoignait. Voilà. Vous êtes fille de harkis, Dalila Kershouch. Vos parents sont arrivés à Marseille il y a 40 ans. Ils sont analphabètes. 40 ans après, ils parlent toujours que l'arabe. Mais tous les enfants ont fait des études supérieures, dont vous, voilà. Alors, en ce moment, tout le monde parle des harkis. Il y a une prise de conscience en ce moment sur un truc qu'on savait, nous, en fait, depuis 40 ans. On savait comment les harkis avaient été traités. Mais aujourd'hui, je sais pas, d'un seul coup, tout le monde s'intéresse aux harkis pour faire une sorte de repentance. En fait... plutôt que la repentance, certains harkis aujourd'hui, dont l'association Arak, veulent la justice pour les 150 000 harkis sacrifiés à la fin de la guerre d'Algérie. Et ils ont porté plainte pour crimes contre l'humanité, contre le pouvoir de l'époque, à l'encontre de Pierre Messmer, c'est ça. Voilà. Pierre Messmer, qui était ministre des Armées à l'époque, dit le FLN s'était engagé à ne pas massacrer les harkis, mais il n'a pas respecté ses engagements, les accords d'Évian. Et quand Messmer, dit-il, est allé voir le général de Gaulle en lui disant « on ne peut pas laisser faire ça », de Gaulle lui a répondu « Messmer, vous voulez quand même pas qu'on recommence la guerre d'Algérie ». Voilà. Donc les harkis ont été sacrifiés. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle un piège de l'histoire. Voilà. Alors, vous avez, beaucoup soutenu les harkis à l'époque. Vous aussi, oui. Monseigneur, je vous le dis dans votre bouquin d'ailleurs. C'est une cause qui vous a troublé à l'époque. Non, mais j'en avais sous mes ordres. Ouais. J'ai vécu ce drame. Ouais. Et j'ai connu des amis qui, officiers, ont fait rentrer les harkis en France. Ouais. Et vous, Alain de la Morandais, vous êtes élevé non seulement contre la torture en Algérie... Oui, moi j'étais officier ça, je me suis battu d'abord contre la torture, ouais. Puis ensuite pour sauver les harkis. Voilà. Alors avec le général François Meyer, on a fondé une association, on a rapatrié 300 familles en Lozère. Voilà. Voilà, à la limite du Gard et de l'Ardèche. Mes parents sont passés en Lozère. Et je sais. Ah, vous savez. Oui. Alors c'est vrai je suis content de vous rencontrer. C'est vrai que beaucoup de harkis ont été massacrés par le FLN. D'autres, grâce à la désobéissance d'un certain nombre de militaires français, ont pu venir en métropole. Oui, mais mes parents en font partie. Ouais. Mes parents sont des rescapés de ces massacres. Ouais. Et ils n'ont eu la vie sauve que grâce à un officier, un colonel qui a désobéi aux ordres de l'armée française. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Voilà. Sinon, vos parents auraient été massacrés. Alors, vous publiez, Dalila Kershouch, aujourd'hui, un livre au Seuil qui s'appelle « Mon père, ce harki ». Oui. Qui est très très émouvant, qui est très touchant, c'est un vrai témoignage de quelqu'un qui a vécu ça. Alors vous dites, enfant, j'ai adoré mon père, adolescente, je l'ai détesté parce qu'il était harki. Oui. Et c'est vrai que vous avez longtemps été ce qu'on appelle une fille de harki, ce qui était difficile à porter dans les années 60, 70 en France, quoi. Moi, je suis née en 1973, donc moi j'ai 30 ans aujourd'hui, et c'est vrai que aujourd'hui encore, je me heurte à des préjugés vis-à-vis des harkis. Quand je dis que je suis fille de harkis, quand je le dis à des Algériens immigrés en France, je me heurte quasiment à des insultes. Ouais. On me dit, mais pourquoi est-ce que tu le dis? Pourquoi est-ce que tu le revendiques? Pourquoi est-ce que tu es fier que ton père ait vendu son pays? Donc moi, je trouve ça extrêmement insultant, extrêmement blessant. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas su quoi répondre, parce que je ne connaissais pas mon passé, parce que je ne connaissais pas mon histoire, et parce que les harkis ont été totalement occultés de l'histoire de ces 40 dernières années. Donc je n'avais aucun argument. J'essayais de questionner mon père, de lui demander, mais mon père, c'est quelqu'un qui a été brisé par toute sa vie, par tout ce qu'il a vécu dans les camps. Et donc, c'est quelqu'un qui se réfugie aujourd'hui dans le silence. Et comme je n'avais pas de réponse, à mes questions, je suis allée chercher les réponses moi-même. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait tout le parcours de mes parents. Je suis journaliste à l'Express à la base. Donc, j'ai pris un congé sans solde du journal dans lequel je travaille. Et je suis allée dans tous les camps où mes parents sont passés. Voilà. Donc...
Alors vos parents sont arrivés en France le 1er juillet 62 et 40 ans après, vous êtes retournés à Marseille, Dalila, voilà, sur les traces de vos parents. Sur le port. Le premier camp, c'est Bourg-Lastic, 800 mètres d'altitude, et là vous racontez comment les enfants étaient pieds nus dans la boue. Votre père, quand il arrive là, il se dit mais comment j'ai pu finalement faire pour me retrouver dans cette forêt, quelque chose qui lui ressemble pas du tout. Ensuite, le camp est fermé, la famille Kershouch est séparée, et là, on découvre en fait que l'administration française voulait pas que se reconstituent des douars comme en Algérie, et qu'en fait, elle brisait les familles, elle les envoyait à des endroits différents du pays, de façon à ce que ne se reconstituent pas des communautés. Et Thierry, je crois qu'elle craignait aussi qu'il y ait des noyaux OAS qui s'infiltrent dans ces regroupements, à l'époque. Et je crois qu'ils avaient aussi peur que... en fait, le but, c'était évidemment au début de protéger les harkis contre le FLN, d'ailleurs. Contre le FLN, qui était présent dans l'immigration algérienne en France. Mais c'était aussi... Je l'ai découvert au fur et à mesure de mon voyage, que de briser les solidarités possibles qui pouvaient se constituer dans les grandes familles notamment, et de briser les foyers de rébellion éventuels qui pouvaient se créer. Alors voilà, donc ça c'est l'été. À Noël, vous êtes envoyé dans un camp qui s'appelle Rivesaltes. Alors là, c'est terrible parce que ces gens qui viennent d'Algérie, qui est un pays chaud, se retrouvent avec des camions-citernes qui leur livrent de l'eau dans des seaux en plastique. L'eau glacée, gèle dans les seaux. On se bat, les harkis se battent entre eux pour du bois mort. Ils sont malades, ils ont des infections. Parce qu'ils n'ont pas de chauffage, parce qu'ils vivent sous des tentes, parce que la tramontagne s'infiltre sous la toile. Parce qu'il a gelé l'hiver 62, il a gelé pendant 40 jours. Donc il y avait des familles entières avec des nourrissons et des enfants en bas âge qui vivaient ainsi sous des tentes sans chauffage. Ma mère m'a raconté que la nuit, on entendait les lamentations des enfants qui pleuraient de froid. Et elle me racontait aussi que l'une de ses voisines qui a accouché le matin même, le soir, on l'a ramenée sous sa tente. Il faisait moins 10 degrés dehors. On l'a ramenée avec son nouveau-né dans les bras et il n'y avait pas de chauffage. Les infections pulmonaires, les trachome, les tuberculoses, les WC dans la nature, parce que les WC n'étaient pas nettoyés, donc les WC dans la nature. On leur donnait des pains qui étaient gros comme des pneus de voiture. Ils se cassaient les dents sur les pains. Enfin, vraiment, traités vraiment comme des gens dans un camp de concentration, parce qu'un camp de concentration, c'est ça. Justement, 20 ans plus tôt, on s'était déjà entraîné sur les Juifs à Drancy, donc la police française était douée pour ça. Et alors, ceci dit, je pense qu'il faut faire attention quand même, à éviter de comparer l'histoire des Juifs et des harkis, parce que même si les camps de harkis ont été terribles en France, même si c'est une tragédie, ce n'étaient pas des camps d'extermination. J'ai dit de concentration. Oui, voilà. Mais ce n'était pas des gens qu'on envoyait à la mort. Non. Donc, c'est juste... concentration, des camps où on concentre les gens. Pour garder les proportions. Voilà, alors, ce qui est terrible, moi, ce que j'ai appris, alors ça, je ne savais pas du tout en lisant le bouquin que vous avez écrit et publié au Seuil, c'est qu'en fait, les allocations familiales, les allocations de subsistance n'étaient pas versées. L'administration gardait ce pognon pour elle, et en fait, ça servait à l'administration des camps. C'est-à-dire qu'en fait, les harkis ont payé, avec l'argent qui leur était dû, ils ont payé pour construire leur prison. Oui. Cet argent donc était détourné légalement par l'État français, par le ministère des rapatriés. C'était la prime à l'installation qui aurait dû aider les harkis à s'intégrer dans la société française, donc à se trouver un logement, à s'intégrer. Et cet argent était détourné. Détourné. Et quand vous racontez ça à votre mère, elle vous dit oui, mais on ne connaissait pas nos droits. Mais à ce moment-là, les assistantes sociales qui étaient envoyées dans ces camps, elles le savaient, ça. Jamais personne ne leur a dit à vos parents. Non, je pense que jamais personne n'a voulu le leur dire. Le but était en fait de franciser de force les harkis, donc de les... De leur faire abandonner leur tradition pour qu'ils deviennent des Français de force, pour les assimiler. Donc, par exemple, moi, j'ai des frères qui s'appellent Charles, Michel, Philippe. J'ai une sœur qui a failli s'appeler Marianne, comme la République, alors que mes parents vivaient dans un extrême dénuement et alors que c'était quelque chose qui a été imposé de force à mes parents. C'est-à-dire que les harkis ont été placés sous tutelle administrative. Ils n'avaient même pas le choix du prénom de leurs enfants. Voilà.
Et quand on disait, mais attendez, pourquoi ce pognon des allocations familiales ne va pas aux harkis, on disait, mais attendez, il ne faut pas leur en donner parce que les harkis ne savent pas gérer leur argent. Voilà. Ça, c'était des préjugés colonialistes. Tout à fait, c'est le colonialisme qui continue. Exactement. Moi, j'ai été frappée. Voilà. La fin d'un colonialisme. Oui, ça, je ne le savais pas, l'histoire. Parce que ceux qu'on a rapatriés en Lozère, ils avaient leur pognon et tout. L'association, bien entendu. À Rivesaltes, ils ne l'avaient pas. À Bourg-Lastic, dans le Larzac, ils ne l'avaient pas non plus. C'est terrible parce que, par exemple, à un moment, vous racontez que dans le camp de Mouhans, votre mère n'a plus de quoi acheter de la lessive. À un moment, il y a un rideau blanc qui devient un petit peu grisâtre. Oui. Et quand le patron du camp passe, il dit c'est dégueulasse. Il dit les harkis, vous êtes sales. Alors qu'on leur donnait même pas de quoi faire la lessive de leur rideau. Alors, en fait, ce chef de camp voulait expulser mes parents de ce camp-là parce que mes parents se rebellaient contre ce système-là. Et chaque fois que mes parents ont voulu, ont eu des volontés d'indépendance, d'autonomie, l'administration les a systématiquement brisés. Et pour les punir, on les a envoyés dans le pire des camps, qui était le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne. C'est là où je suis née. Et là, votre mère relève la tête, elle prend le pouvoir, parce que votre père est cassé par tout ça, il est brisé, donc votre mère prend le pouvoir, et elle vous dit dans votre berceau comme ça, je ne veux pas que tu grandisses à Bias, qui est le camp où vous êtes né. Bias, c'était une ancienne prison. Il y avait 1000 familles qui vivaient là. Il y avait des barbelés. Il y avait un portail qui était fermé à clé tous les soirs, gardé par un gardien. Il y avait le couvre-feu chaque soir. L'électricité était coupée par le chef de camp qui gérait quasiment tout dans la vie des familles, qui distribuait le charbon à discrétion, c'est-à-dire que les familles dociles, il leur donnait du charbon pour se chauffer. Celles qui se rebellaient, il leur disait bon, mais vous vous débrouillerez très bien. Mes parents, c'était le cas. Les familles vivaient dans le racket de l'administration. Pour avoir simplement une fiche d'état civil, pour avoir un papier administratif, les harkis qui vivaient dans un grand dénuement devaient payer leur livret de la poste, par exemple, était gardé par le chef de camp qui se servait, mais comme il voulait. Tous les dimanches matins, les familles devaient se réunir sur la place centrale du camp pour saluer le drapeau français et chanter la Marseillaise. Et juste pour finir, les deux moyens de répression que le chef de camp avait et utilisé pour briser les harkis, pour les dresser, c'était l'envoi systématique en hôpital psychiatrique. Donc de nombreux harkis du camp de Bias ont été internés de manière abusive et punitive à l'hôpital psychiatrique d'Agen et ont été brisés à coups d'anxiolytiques et assommés à coups de piqûres. Et le deuxième moyen de répression, c'était qu'on arrachait les enfants qui avaient 5 ans à leurs parents. Donc les gendarmes venaient à l'intérieur du camp et ma mère m'a raconté qu'ils ont poursuivi une femme avec son enfant qui était terrorisée. Et ils l'ont poursuivie à travers champs, dans un champ de prunes. Ils lui ont arraché son enfant de 5 ans, elle était en pleurs, et ils l'ont laissée là, allongée sur la terre, et ils ont emmené son enfant dans ce qu'on appelait le centre. C'est des centres socio-éducatifs où les enfants de harkis côtoyaient des anciens détenus. C'est-à-dire que on a l'État français, avec ce système, cette véritable politique d'apartheid et ce système administratif de ségrégation raciale, a brisé socialement les harkis et a programmé la mort sociale des harkis. L'État français ne voulait pas, a abandonné les harkis en Algérie, et les rescapés, il les a totalement brisés. Voilà. Alors ensuite, votre enquête vous emmène en Algérie. Oui. Et là, c'est une espèce de révélation, c'est la chute du bouquin. Vous rencontrez des gens qui ont connu votre père à l'époque. Déjà, je retrouve ma famille que je ne connaissais pas. Je retrouve mon oncle, que mon père croyait mort, et que je ne savais pas que j'avais un oncle en Algérie. Et ça a été des retrouvailles extrêmement émouvantes. Quelle région d'Algérie ? Dans le Ouarsenis, dans l'ouest algérien. Et là, un jour, vous tombez sur un type qui vous dit mais ton père t'a pas dit
C'était mon cousin, oui. Voilà. Et en fait, il m'a dit, mais est-ce que ton père t'a raconté sa guerre d'Algérie? Je lui dis, mais mon père a beaucoup de mal à raconter sa guerre parce que pour lui, ce passé, c'est beaucoup de souffrance. Donc, il a du mal à mettre des mots dessus. Donc, je ne sais pas grand-chose sur le passé de mon père, sur sa guerre d'Algérie à lui. Il me dit, mais de toute façon, c'est pas à moi de te le dire, c'est à lui. Je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, je suis venue, j'ai traversé la Méditerranée pour savoir. Et il me dit, mais écoute, moi je vais te le dire, ton père a aidé le FLN. Voilà. Et là, je me suis dit, mais le ciel me tombait sur la tête, parce que je me suis dit, mais je n'y comprenais plus rien. Ouais. On m'a appris, l'histoire m'a appris, depuis que je suis enfant, que les harkis sont des traîtres, ce qui est totalement faux. Et là, je découvre que beaucoup de harkis, j'ignore combien, ont aidé le FLN. Parce que, en fait, ce que mon cousin m'a appris par la suite, c'est que j'avais un oncle, un autre, qui était collecteur de fonds pour le FLN. Ouais. Donc, dans la famille de mon père, un fils était harki, un autre était au FLN. Ça montre bien à quel point c'était une guerre civile, que les familles étaient déchirées, que c'était aussi de la part des villageois, des familles, une manière de se protéger des exactions du FLN d'un côté et des exactions de l'armée française de l'autre, que c'était quasiment une stratégie familiale. Et les gros propriétaires colons pieds noirs faisaient autant. Ils donnaient chacun. Voilà. Et alors là, quand vous retournez en France, vous en parlez à votre père, vous dites, mais enfin, tu m'as jamais dit que tu avais aidé le FLN, pourquoi tu me l'as jamais dit? Enfin bon, et il vous dit, je passais déjà pour un traître aux yeux des Algériens, j'allais pas encore l'être aux yeux des Français. C'est très beau cette histoire. Ce père qui pendant 30 ans, 40 ans... Qui s'est tué pendant 40 ans. Et qui a gardé son secret, qui a tout accepté, et même à un moment de perdre le pouvoir à la maison, ce qui est terrible. Oui. Tout ça, il avait un secret au fond de lui. Je veux dire que l'image que j'en ai gardée, que je garde aujourd'hui de mon père, c'est une image extrêmement embellie, extrêmement ennoblie. Et je veux dire, moi, l'image que je garde aujourd'hui de mon père, c'était... Par exemple, c'était quelqu'un qui croyait que pour s'en sortir, il y croit toujours, pour que ses enfants s'en sortent, le seul moyen, c'était l'école. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est bricolé une petite charrette en bois qu'il a accrochée à sa mobilette. Puis tous les samedis, il nous emmenait à la bibliothèque. Il a d'abord emmené mes frères et sœurs qui sortaient du camp, entouré de barbelés, et il allait à la bibliothèque municipale. Et moi, pareil, quand j'étais petite, il m'emmenait à la bibliothèque parce que pour lui, c'était le temple du savoir et c'était la clé de la réussite. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour cela. Parce que mes parents m'ont poussé à étudier, parce que mes parents qui sont analphabètes aujourd'hui ont cru en l'école, ont cru en les valeurs de la République, même si le pays dans lequel ils ont été accueillis a bafoué toutes ces valeurs-là. Mais eux y ont cru. Et c'est la leçon que je garde aujourd'hui. C'est une immense leçon d'humanité. Et c'est ça que j'ai découvert. C'est ça la leçon de mon livre. Bravo. Dans son vieux par-dessus pâté, il s'en allait vers l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux. Alors, c'est une histoire extraordinaire parce que quand vous dites à votre père, mais papa, pourquoi, Appa, vous l'appelez, pourquoi t'es pas monté au maquis, il a cette phrase qui est tellement humaine. Il vous dit parce que j'ai pas eu le courage. Oui. J'ai pas eu le courage. En même temps, j'ai discuté aussi avec des anciens moudjahid, un combattant du FLN qui m'a accueilli le premier soir où je suis arrivée en Algérie et qui m'a dit, mais tu sais, ma fille, je regrette de ne pas être devenue harki parce que vu ce que le pays est devenu, vu à quel point l'indépendance a été volée au peuple algérien par les généraux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je regrette de ne pas être devenue harki parce qu'aujourd'hui, je ne vivrai pas dans la misère dans laquelle je suis et je vivrai en France et mes enfants auraient une véritable chance. Dalila Kershouch, mon père, ce harki, préface de Jacques Duquesne aux éditions du Seuil. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous
et mettez un pouce bleu.